Je vais vous parler pendant une dizaine de minutes de la pensée constructive, qui est un nouveau courant de pensée qui émerge dans le monde en réponse à la crise systémique dans laquelle nous sommes. Donc moi-même, je suis l'un des instigateurs de cette pensée, puisque je suis le fondateur, avec mon ami Thierry Curti, du courant constructif. Alors le courant constructif, c'est quoi? Eh bien, c'est un think tank dédié à la prospective des solutions. Donc notre but, eh bien, c'est de faire connaître les solutions euh, en matière de développement durable, en matière de développement social, etc., euh, aussi bien au grand public qu'aux décideurs, aux intellectuels, aux entrepreneurs. Voilà, donc je vais vous parler un petit peu de notre démarche et puis je vous parlerai également de quelques autres collectifs qui s'inscrivent également dans cette dynamique constructive. Alors, au point de départ de notre réflexion au courant constructif, il y a cette idée que nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise systémique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les crises additionnées que nous voyons aujourd'hui, aussi bien la crise de l'environnement, la crise de la biodiversité, la crise de l'emploi, la crise aussi, pourrait-on dire, spirituelle, toutes ces crises ne sont finalement que les différents aspects, les différentes facettes d'une seule et même crise, qui est la crise d'un système, la crise d'un paradigme. Alors simplement, une crise systémique de ce genre, ça n'est pas quelque chose d'abstrait. C'est quelque chose de très concret, au contraire, et même de violent. C'est violent économiquement, c'est violent socialement, c'est violent écologiquement, et c'est également violent au niveau psychologique pour les individus qui traversent ce moment historique. Donc, moi, j'ai référencé les différentes attitudes euh, qu'adoptent les individus confrontés à cette crise systémique. Il y a, si vous voulez, deux grandes catégories. D'un côté, on a une forme de déni collectif. Et ça, notamment, Johanna Messi, qui est l'inventeuse de l'éco-psychologie, a très bien expliqué ce phénomène. Elle explique que la souffrance provoquée par la destruction en cours de la vie sur Terre est telle qu'elle suscite paradoxalement en nous un refoulement qui nous permet de continuer à vivre dans cette société, dans une espèce de business as usual, si vous voulez. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui sont au contraire sur une extrême lucidité, mais qui ont sombré dans une sorte de pessimisme défaitiste. On le voit bien en France avec les collapsologues qui nous disent qu'il n'y a pas de solution, qu'il est trop tard et que l'effondrement systémique est désormais inéluctable. Alors l'avantage de cette posture, c'est qu'elle est extrêmement lucide face à la réalité. En revanche, le problème, c'est qu'elle a tendance à sombrer dans le déni des solutions. Et quand il n'y a pas de solution, vous savez, à la fin, c'est la dépression, hein. Donc, entre ces deux attitudes que sont d'une part un espèce d'optimisme béat et aveugle, et de l'autre côté un pessimisme défaitiste, il y a, j'estime, une attitude psychologiquement plus saine qui est l'attitude constructive. Alors, l'attitude constructive, j'estime que c'est effectivement l'attitude la plus saine pour traverser cette phase de crise systémique parce qu'elle permet d'être à la fois en phase avec le réel, avec la gravité de la situation, mais sans sombrer dans la dépression, sans sombrer dans l'abandonnisme, et donc tout en continuant d'avancer de manière proactive vers des solutions. Alors, à partir du moment où on a adopté cette attitude, qu'est-ce qu'on fait? On va contribuer aux solutions, contribuer à cet élan formidable de résilience créative qu'il y a actuellement dans le monde. Nous, au courant constructif, dans ce sens-là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons constitué une base d'informations, une base de données qui référence toutes les solutions que nous avons identifiées dans le cadre de notre veille, des solutions donc, dans tous les domaines qui concernent les grands enjeux du siècle, hein, l'enjeu climatique, l'enjeu énergétique, l'enjeu de l'emploi, etc. Donc, cette base, elle a été fondée donc, par mon ami Thierry Curti, qui est le coprésident du courant constructif, qui, pendant plus de 10 ans, donc, a fait cette veille quotidiennement pour identifier les solutions et les référencer dans cette base. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sur cette base, il y a plus de 17 000 entrées répertoriées
Donc, je vous invite vraiment à aller découvrir ce travail excellent qu'a fait mon ami et auquel maintenant je collabore en faisant vos propres recherches selon vos centres d'intérêt sur les différentes thématiques qui sont proposées, comment on va réduire le CO2, comment on va faire évoluer les transports, l'agriculture, le recyclage, etc. Il y a vraiment énormément de matière. Je dirais que, si vous voulez, on nous informe assez peu au final des solutions. On nous parle beaucoup du problème, mais assez peu des solutions. Et donc, on se retrouve avec une situation où il y a beaucoup d'experts du problème qui sont capables de nous expliquer toute la complexité du problème, toute la systémique du problème. Mais il faut aussi développer maintenant une expertise en matière de solutions et une compréhension systémique aussi des solutions. Alors, une fois qu'on a développé et collecté toute cette information, il y a un niveau plus avancé de la réflexion qui consiste à concevoir ce que j'appelle des méta-solutions. Alors, des méta-solutions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va concevoir une solution qui agrège plusieurs solutions, qui synthétise plusieurs solutions, qui rassemble plusieurs solutions. Alors, autant vous dire qu'à ce niveau-là de la réflexion, il y a plus grand monde. Parce que déjà, si vous voulez, des gens qui s'intéressent au problème, il y en a assez peu, puisque finalement, la grande majorité est dans cette espèce de déni collectif. Mais des gens qui s'intéressent, au-delà du problème, aux solutions, il y en a encore moins. Et les gens qui s'intéressent au-delà des solutions, je dirais, sectorielles, à concevoir des solutions systémiques, alors là, à ce niveau-là, il n'y a plus que quelques individus et quelques collectifs dans le monde. Donc, je vous ai mis quelques noms là. Vous avez Jérémy Rifkin, qu'on connaît bien parce qu'il est venu plusieurs fois dans cette université. Si vous prenez l'ensemble de l'œuvre de Jérémy Rifkin, vous avez un puzzle systémique de ce qu'il s'agirait de faire, puisque ça couvre aussi bien la question de l'emploi, de l'énergie, et même l'aspect intérieur avec la civilisation de l'empathie. Si vous prenez un autre qui s'appelle Tony Seba, qui est le fondateur de ReThinkX, alors lui également, il a aussi une vision systémique avec une disruption de multiples domaines, la disruption des transports, la disruption de l'agriculture, la disruption de l'énergie, tout ça constitue également un puzzle assez large. Vous avez Bill Gates. Alors, Bill Gates, il a une manière de penser qui est complètement systémique, mais je dirais au-delà de ça, il est dans une action systémique, puisqu'en tant que financeur, il finance les différents secteurs de la transition systémique, aussi bien le secteur de l'énergie, avec les ENR, la fusion, que le secteur de la capture carbone, la viande artificielle, etc. Il est derrière à peu près tout. Après, vous avez des gens qui arrivent avec un concept systémique, comme par exemple Günther Pauli, qui vient avec son concept d'économie bleue. Vous avez peut-être entendu parler de ce concept, ou bien Hélène MacArthur avec sa fondation qui promeut ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous avez également dans cette veine-là des métasolutionneurs, des gens qui font une sélection des meilleures solutions dans le monde. On a vu récemment en France avec Bertrand Piccard qui, avec son équipe, rassemblé plus de 1000 solutions selon 3 critères. Premier critère, durabilité. Deuxième critère, efficience. Et troisième critère, la rentabilité de ces solutions. Et dans ce sens-là également, vous avez le projet de Paul Hawken, dont je vais un peu vous parler maintenant, qui est le projet Drawdown. Alors, le projet Drawdown, c'est donc une équipe autour de Paul Hawken qui a rassemblé les 100 meilleures solutions dans le but non pas de limiter le réchauffement climatique, mais bien de l'inverser. Et c'est en cela qu'il y a une logique, une manière de penser qui est assez nouvelle et qui est très intéressante. Le sous-titre du livre, vous voyez, c'est « Comment inverser le cours du réchauffement planétaire ». Donc là, on a un travail extraordinaire, immense, pour référencer les 100 meilleures solutions. Je vous en ai mis 7, là, ce sont les 7 premières. Ils ont classé les solutions par ordre d'importance en fonction de combien elles permettent d'éliminer de CO2 dans l'atmosphère. Et vous voyez, ce qui est intéressant de constater, c'est que ce n'est pas forcément des solutions auxquelles on s'attendrait. Par exemple, en numéro 1, ce qui arrive, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer avec, je sais pas, des éoliennes, des panneaux solaires, etc., ben non, là, c'est supprimer les gaz frigorigènes utilisés dans nos réfrigérateurs et nos climatiseurs. Ça, c'est la solution qui permettrait d'éliminer le plus de CO2 selon eux. Alors après, vous retrouvez l'éolien, le gaspillage alimentaire, restreindre sa consommation, notamment sa consommation de viande, la reforestation, renforcer la planification familiale et puis des mesures plus sociales, finalement, améliorer l'accès des filles à la scolarité. Au courant constructif, on a également une réflexion systémique comme ça, c'est ce qu'on appelle notre programme de transition systémique. La transition systémique telle qu'on la conçoit au courant constructif, elle s'élabore autour de 5 grandes transitions. On a d'abord la transition sociétale,
qui va permettre d'adapter la société à la nouvelle économie du 21e siècle, notamment à l'enjeu de l'automatisation. Après, on a la transition énergétique vers 100% de renouvelables à l'horizon 2050. On montre que c'est possible. Il y a énormément de rapports maintenant qui le confirment. La transition écologique, alors ça, c'est tout ce qui concerne la dépollution. Je vais y revenir tout à l'heure. La transition agroécologique pour réinventer notre système alimentaire. Et enfin, la transition culturelle, parce qu'on estime qu'il n'y a pas, si vous voulez, de transition systémique sans une refonte profonde de notre système de représentation du monde. Donc, il y a tout un enjeu culturel, un enjeu philosophique. Alors, vous avez encore 4 minutes à peu près. Oui, ça va aller. Le point commun entre courant constructif et le projet de Rodin, c'est que nous sommes tous les deux dans une logique inversiste. L'inversisme, c'est quoi? C'est de penser non pas simplement qu'on va essayer de limiter le réchauffement, mais qu'on va carrément l'inverser, comme je vous disais. Ou bien, on pourrait dire, au lieu d'essayer de polluer moins, on va essayer de dépolluer. Mon ami Thierry Curti résume ça en une seule phrase, c'est très simple. Polluer moins, c'est polluer quand même. Et polluer quand même, eh bien, c'est mourir. Ce que nous devons faire, si nous voulons avoir un avenir, c'est dépolluer massivement. Et Paul Hawken va dans le même sens. Il nous dit le seul objectif logique pour l'humanité, c'est d'inverser, bien d'inverser le cours du réchauffement climatique. Alors, cette logique inversiste, elle est rendue possible aujourd'hui par l'émergence d'un nouveau secteur industriel, qui est le secteur de la capture du carbone. Aujourd'hui, l'humanité sait capter le carbone atmosphérique et c'est un nouveau secteur industriel qui se développe avec des grands leaders, Global Thermostat, Climeworks, qui est une entreprise suisse, Carbon Engineering, etc. Et il y a des grands financiers comme Bill Gates et Elon Musk derrière ça pour promouvoir le développement de ces technologies-là. Vous voyez là la carte du secteur CCUS, carbone capture, dans le monde, qui est en train de se développer aussi bien aux États-Unis, en Chine qu'en Europe. Alors, la clé dans tout ça, ce n'est pas simplement qu'on va savoir capter ce CO2, mais c'est qu'on va savoir le valoriser. Parce qu'il y a eu un grand événement, si vous voulez, dans ces 10 dernières années, c'est que le CO2 est devenu une ressource. On sait aujourd'hui, avec du CO2, faire énormément de choses. Par exemple, on va savoir faire du carburant pour faire voler nos avions ou avancer nos voitures. On va savoir faire de la fibre de carbone pour remplacer l'acier et l'aluminium. On va savoir faire des engrais, de la protéine alimentaire, du graphène, du béton, des diamants, etc., etc. Vous voyez à droite Richard Branson qui montre un liquide à base de CO2 qui permettra de faire voler les avions. Et pour terminer, je vous ai mis un certain nombre de petits objets du quotidien qui commencent à savoir être fabriqués à partir du CO2, et notamment par une entreprise qui s'appelle New Light Technologies, qui fabrique une espèce de plastique qui s'appelle Air Carbon, à partir duquel il fabrique aussi bien des chaises, des coques de téléphone, ou bien des lunettes. On peut faire aussi donc de la fibre alimentaire, du savon, et même de la vodka, vous voyez, avec du CO2. Donc, énormément de choses. Donc, pour résumer, 4 points. Premièrement, adoptons une attitude constructive pour maintenir un équilibre mental dans ce contexte de crise systémique. Deuxièmement, valorisons les solutions pour favoriser ce processus de résilience créative. Troisièmement, pensons en termes de méta-solutions systémiques au-delà des solutions sectorielles. Et enfin, pensons en termes de dépollution et pas seulement en termes de polluer moins. Voilà, je vous remercie.